Alors bonjour les amis, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai à cœur de vous parler de l'hypnose spirituelle et symbolique, dite aussi parfois de régression, régressive. Et si le sujet vous intéresse, peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que vous en avez entendu parler ou expérimenté, et que peut-être que vous en avez la volonté d'en savoir un peu plus, soit pour éclairer l'expérience que vous avez eue avec d'autres personnes avec qui vous avez pu faire cette pratique thérapeutique, soit parce qu'elle a fonctionné, soit parce qu'elle n'a pas fonctionné, soit tout simplement parce que bien, le sujet vous intéresse et que vous vous sentez appelé par le fait peut-être de vivre une séance pour justement rencontrer certains espaces en vous, c'est ce qu'on va développer dans cette vidéo, éclairer certains de ces aspects, donc rencontrer certains espaces en vous qui appellent à être rencontrés et à l'être que vous êtes en vérité, invité à découvrir et à révéler en vous-même par vous-même. Donc, cette présentation, eh bien, je suis Jérôme, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé la structure qui s'appelle le papillon d'or en soi et au sein de laquelle eh bien, je propose en effet, parmi mes outils principaux, je pourrais dire, de l'hypnose spirituelle et symbolique, dite également régressive. Les premières questions souvent qui se posent pour beaucoup d'entre nous quand on s'intéresse à cette approche, à cette méthode, à cette technique, c'est est-ce que l'hypnose fonctionne en tant que thérapie, je parle bien ici, fonctionne sur vous, sur moi, sur tout le monde en réalité. Et la réponse, elle est clairement oui en effet, le principe de l'hypnose, notamment thérapeutique, mais plus généralement toute forme d'hypnose fonctionne sur tout le monde. On est tous sujets à des états qu'on appelle hypnagogiques ou hypnotiques. Tout le monde, on le vit et on l'a vécu. Et justement, le principe de l'hypnose dite thérapeutique, eh bien, elle a pour but, pour fonction de nous déshypnotiser en réalité de certains schémas de fonctionnement qui ont été engrammés en fait dans notre petite enfance ou au cours de notre existence, voire, et c'est là où on rencontre la dimension notamment spirituelle de cette approche, eh bien potentiellement liée à ce qu'on appellera des mémoires de l'âme qui seraient associées à des vies antérieures notamment, ou à des mémoires karmiques, transgénérationnelles liées à nos ancêtres. Donc on le porte dans nos gènes, notre âme qui en est un véhicule par ailleurs de la conscience de l'esprit a accumulé un certain nombre de ces conditionnements, de ces mémoires et qui nous ont pour ainsi dire programmés à certains types de fonctionnements émotifs, intellectuels, mentaux et corporels dans nos réactions vis-à-vis de notre environnement et de notre monde. Donc c'est d'avoir conscience en réalité que faire une pratique thérapeutique d'hypnose, c'est pas s'hypnotiser, mais se déshypnotiser. D'ailleurs, certains parlent de déshypnose au travers de différentes approches. Alors, est-ce que c'est forcément utile et nécessaire pour tout le monde? Ma réponse, elle va être non. En réalité, à chacun d'entre nous pourra correspondre un outil, une approche à divers moments de notre vie, de notre incarnation. Pour certains, ce sera un outil excellent, pour d'autres, moins peut-être correspondant aux besoins de la personne, mais néanmoins, ça peut et ça fonctionne pour tout le monde. Donc, ce qui est important, comme dans toute approche thérapeutique, eh bien, c'est, j'ai envie de dire, de trouver les outils qui nous correspondent à un moment donné. Et ce qui peut être utile à un moment peut ne plus être du tout utile à un autre moment. Ce qui peut nous correspondre dans une période peut ne plus nous correspondre à une autre période. Et ça va répondre à une autre question, c'est combien avons-nous besoin de séances pour régler, on va dire, un ou plusieurs problèmes? Eh bien là aussi, c'est dépendant de chacune et de chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas une règle fixe en disant il faut tant de séances pour tout le monde de la même manière. Et ça s'explique d'une manière très simple, c'est que nous sommes tous différents dans nos mécanismes, nos fonctionnements et nos besoins. Donc ça va dépendre de ce que vous allez demander, de ce qui va être possible pour vous. Et donc à ce moment-là, ça s'avisera, je dirais, au fil du temps. Ça peut être 1, 2, 3, 5, 6 séances, ça dépend. Ça peut s'étaler sur le temps. Ça peut être à plusieurs reprises, peut-être dans des phases cycliques pour revenir un peu plus en profondeur sur certains aspects de ce qui se vit pour vous. Et l'hypnose, en fait, ce qu'elle va vous permettre à cet endroit-là, eh bien, c'est de vous rencontrer
je dirais, avec plus de présence, plus de conscience. Parce que le principe aussi du travail en hypnothérapie, eh bien, c'est de permettre de passer un peu la barrière uniquement mentale, analytique et intellectuelle, aller aussi vers l'émotionnel et le sensoriel, et puis du coup donner aussi une ouverture de conscience plus large, plus vaste. On appelle ça d'ailleurs, cette pratique d'hypnose, un état modifié de conscience, et on pourrait même dire un état d'hyperconscience, c'est-à-dire qu'on vient comme mettre un zoom, amplifier un éclairage, une lumière sur un point donné, sur une situation donnée, une problématique donnée. Donc c'est un amplificateur qui nous permet de pouvoir considérer d'une manière plus juste, peut-être plus précise et plus générale ce que nous sommes en train de vivre. Et donc d'identifier à cet endroit-là, eh bien, quel est notre besoin du moment et comment y apporter, je dirais, une résolution. Ce n'est pas tant une solution à un problème qu'une résolution du problème. Et dans résoudre, il y a dissoudre. Et c'est aussi de permettre du coup de déliter, de délier, de dénouer un nœud karmique, une problématique que nous avons donc engrammée en nous-mêmes. Alors, il y a quelque chose aussi qui va être important de considérer, c'est que pour chaque personne, au moment donné, nous n'avons accès qu'à ce qui est juste et bon pour nous, en fonction de ce que, je dirais, notre âme, notre conscience, notre inconscient sont prêts à libérer. Donc l'idée aussi ici, ce n'est pas nécessairement de forcer quelque chose, mais plutôt de proposer, d'accompagner, d'inviter, de favoriser une réalisation, une révélation à l'intérieur de soi. Et donc c'est plutôt une approche qu'on pourra dire en douceur, une approche avec beaucoup de bienveillance et parfois avec une certaine fermeté, une certaine détermination à laquelle vous pourrez faire appel en vous pour permettre de mettre un terme à certaines choses, certaines situations, certaines relations, je pourrais dire liens énergétiques dont vous n'avez plus besoin et qui ne vous correspondent plus. Donc c'est toujours cet équilibre en réalité entre le yin et le yang, le féminin et le masculin, et c'est aussi un des aspects qu'on va pouvoir rencontrer dans cette approche, c'est de contacter, je dirais, ces deux aspects, ces deux dimensions, ces deux polarités de nous, et comment faire en sorte de les équilibrer, de les harmoniser dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre corps même, afin de pouvoir être plus en unité avec soi-même. Donc c'est ici qu'on pourra retrouver un principe qu'on appelle le recouvrement d'âme. Si vous avez déjà entendu parler de ce terme, eh bien c'est comme si des bouts de nous-mêmes, entre guillemets, c'est des images pour vous expliquer les choses, ce n'est pas, je dirais, la réalité réelle, véritable, mais c'est une réalité relative pour permettre d'expliquer les choses. En réalité, on peut avoir des bouts de nous, par exemple un bout de notre enfance, qui a été enfermé dans une boîte de considération à notre égard, par exemple négative, d'humiliation, de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, de maltraitance, de violence, d'inceste, etc. Donc des chocs, je dirais, physiques et émotionnels et psychiques dans le sens mental, qui auront été vécus et qui auront condamné, qui auront enfermé, cloîtré des aspects, des parts de nous-mêmes dans une boîte. Donc. Et l'idée, c'est d'aller ouvrir ces boîtes, d'aller ouvrir ces placards même en nous pour en permettre d'en extraire ces bouts qui se sont cachés, qui se sont protégés, qui se sont blindés même parfois d'une manière très très forte parce qu'il y a eu une insécurité profonde et il a fallu se protéger. Donc c'est de permettre aussi de voir qu'une protection qui a été utile à un moment donné de notre existence, inéluctable, eh bien elle est devenue caduque, erronée, et qu'on peut donc lui permettre aujourd'hui de s'ouvrir en toute sécurité. Donc c'est aussi de ramener de la confiance, de la présence, de la conscience dans ce qui peut se vivre en nous et de réactualiser, je pourrais dire, l'information. Et c'est ici que certains peuvent parler d'une reprogrammation. En réalité, on ne reprogramme pas vraiment, on déprogramme surtout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on déshypnotise. On fait sortir d'un placard, sortir d'une ombre, une part de nous qui nous attendait, mais qui attendait aussi le moment où nous serions prêtes à l'accueillir. C'est-à-dire qu'en parallèle de cet enfermement d'une part de nous, on va dire, dans cette incarnation, c'est-à-dire depuis notre, je dirais, conception biologique, mais aussi depuis avant, ce que portaient nos parents, c'est là où on va parler du transgénérationnel,
et puis ce que pouvait porter, je dirais, notre âme avant, je dirais, ou au moment de son incarnation, son incorporation dans ce corps. Et c'est là qu'on va pouvoir travailler, je dirais, sur ces différentes dimensions. J'en parlerai un petit peu plus loin. Ces différentes dimensions en simultané. Travailler sur une dimension, ça contribue en réalité à travailler sur toutes les dimensions. Aller sur un point, c'est contacter tous les points qui sont en interaction, et je dirais en interdépendance. Donc, c'est de voir que, donc, à ce moment-là, on va rencontrer les parts de nous qui sont un peu coupées en réalité de nous-mêmes, desquelles nous sommes séparés, on pourrait dire divisés, afin de ramener de l'unité. Et c'est ça qu'on va appeler la notion notamment symbolique de l'hypnose, c'est-à-dire qu'on va passer du diabole, celui qui est le diviseur, qui nous divise en nous-mêmes, et qui fait qu'il peut se jouer une guerre en fait à l'intérieur de soi-même. Il y a un combat, une lutte, et souvent, eh bien, ça va faire aussi preuve de culpabilité, de victimisation, de maltraitance, d'autoflagellation à l'intérieur de soi. C'est un combat qui peut se mener en nous et qui va inviter à ramener de la paix, de l'harmonie dans notre terre en guerre. C'est un peu le reflet de ce qu'on voit dans le monde, bien qui peut se vivre dans chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, à un niveau de conscience. Donc c'est de permettre de ramener plus de paix, d'harmonie et d'unité, et c'est donc de passer du diabole au symbole. Et le symbole, c'est ce qui fait unité à l'intérieur de nous, qui réconcilie les parts qui étaient en conflit en soi, et donc de ramener de la paix. Car derrière toutes les rencontres, je dirais, en état modifié de conscience, mais dans toutes les thérapies, c'est pareil. Le principe de la thérapie, c'est de ramener de l'harmonie, c'est de ramener ce qu'on appelle le bien-être, l'être bien en soi, de nous ramener à l'être bien en soi. Donc celui qui est en paix en nous-mêmes, en amour et en joie. C'est cette Satchitananda pour les termes qu'on utilise beaucoup dans les yogas, le yoga qui veut dire aussi l'unité. Eh bien, c'est cette notion de ramener une verticalisation, une harmonisation, une tri-unité en soi-même. Donc, où est-ce qu'on va quand on va dans une séance d'hypnose? Eh bien, comme je le disais, on va aller là où ça vous appelle, en fait, au moment où vous venez. Les raisons pour lesquelles on peut venir en thérapie, donc je vais dire le pourquoi et avant le où, c'est toute situation qui peut être problématique pour vous aujourd'hui. Elle va venir en complément éventuellement, en parallèle d'autres approches que vous pouvez mettre en œuvre par ailleurs pour prendre soin de votre situation. Je vais te donner un exemple, vous pouvez avoir sur le plan par exemple professionnel ou de l'orientation liée à vos activités professionnelles. Ça peut être en parallèle d'un bilan de compétences par exemple, que j'ai beaucoup d'ailleurs œuvré dans ce sens à l'époque, dans une existence passée je dirais, où je faisais des bilans de reconversion, des bilans de compétences. Et j'étais un peu frustré parce qu'il y a certains outils que je ne pouvais pas utiliser dans les structures où j'étais, mais je voyais que ça pouvait être vraiment très judicieux et pertinent en complément. Donc ça veut dire que si vous faites un bilan de reconversion, vous êtes en hésitation d'orientation professionnelle, eh bien on peut utiliser l'hypnose pour venir clarifier ce qui appelle à l'être en vous sur le plan de cette orientation, de l'activité, de ce qui est prioritaire peut-être à ce moment-là pour vous, qui peut ne pas être tout de suite de retrouver un emploi, mais qui peut être de vous retrouver d'abord vous-même en réalité dans une redéfinition profonde et personnelle. De reconnecter ou de recontacter certains potentiels, on pourrait dire. De vous autoriser aussi à les manifester, à les exploiter, à les exprimer. Et donc ça veut dire aussi à vous défaire de certains engrammes, de certaines injonctions, de certaines loyautés qui ont été peut-être véhiculées, instaurées peut-être par vos parents. Ou parce que vous aviez envie de faire plaisir à l'un d'entre eux ou aux deux, eh bien vous avez choisi plutôt quelque chose qui leur conviendrait, voire qui les sécuriserait, plutôt que quelque chose qui vous fait vibrer et qui pourrait être peut-être insécurisant dans la matérialité de ce monde. Donc c'est de permettre de venir rencontrer ces parts de vous qui ont besoin de se libérer pour être dans une vraie expression de votre être, et en même temps de vous défaire de certaines loyautés ancestrales, parentales, ou peurs d'ailleurs, que vous pouvez porter vous-même par rapport à vos vies antérieures, par exemple, afin de vous rendre plus libre de vivre ce qui vibre en vous. Voilà. Donc ça, c'est ce que peut permettre notamment, par exemple, l'hypnose sur le plan professionnel. Ça peut être aussi sur un plan
médicale, c'est-à-dire sur une problématique de santé, qu'elle soit voilà, physiologique, biologique ou psychologique, on pourrait dire, eh bien, il y a une possibilité toujours hein, en parallèle d'une prise en charge médicale appropriée, adéquate, eh bien, d'aller rencontrer ce que dit votre corps. Par une douleur, par une souffrance, par une pathologie quelconque, hein, parce qu'il faut rappeler l'étymologie de pathos et logos, hein, c'est le verbe ou c'est l'intelligence, c'est la parole, la voix de l'expression d'une souffrance. Hein. Quelque chose qui peut-être se sent frustré, se sent peut-être complexé, se sent contrarié, je dirais, mais contracté en soi-même, et qui peut être l'invitation à reconnaître encore une fois le message que porte votre corps au travers d'une maladie, ce qui a besoin peut-être d'être bien entendu afin de mieux comprendre ce qui se vit en vous. Parfois, sur le plan physique ou des problématiques de santé, je vais dire aussi qu'une pathologie ou une maladie qui apparaît, c'est aussi une guérison qui est en cours. C'est en réalité une maladie qui peut apparaître, ça peut être un symptôme d'une guérison, d'une maladie qui était latente. Donc ça veut dire que parfois, il ne s'agit pas d'enrayer les symptômes de la maladie, mais plutôt d'accompagner leur libération, leur intégration et donc la guérison en soi-même. C'est pour ça que parfois, eh bien, il est nécessaire, certaines personnes qui sont atteintes d'un cancer pensent que toutes les approches plus conventionnelles et allopathiques devraient être rejetées. Et mon expérience me montre que ce n'est pas le cas, ou même les maladies psychologiques ou psychiatriques qui peuvent nécessiter des traitements médicaux en parallèle, ça a des avantages, ça a des inconvénients, comme toute approche, comme toute méthode peut avoir des inconvénients. L'idée, c'est la manière dont on va le vivre, comment on va l'utiliser, je dirais en conscience, et au service de qui ou de quoi on met ce qu'on fait. Au service de qui ou de quoi je mets ce que je fais. Et si je deviens du coup quelque part le maître, c'est-à-dire que c'est au regard de ma décision d'accepter de prendre un traitement médical X ou Y, je peux dire que je suis dans un choix conscient de l'usage d'un outil qui prétendument, peut satisfaire un besoin profond, contribuer à apporter ce qui est juste et bon pour moi. Et à ce moment-là, je ne suis pas la victime du traitement médical, je ne suis pas la victime de l'outil qu'on me propose, mais je suis maître et aux commandes. Parfois, ça nous fait un peu peur, cette notion, parce que, eh bien, on n'a pas forcément envie d'être responsable de l'échec de notre choix. Et donc, il y a quelque chose qui nous invite à une certaine sagesse, à une certaine humilité, d'accepter que le choix qu'on fait, au moment où on le fait, c'est le meilleur que l'on peut faire. Et accepter, eh bien, peut-être, de ne pas avoir les résultats que nous escomptions avoir au moment où nous avons fait ce choix. Et ça nous invitera peut-être à faire un autre choix à un autre moment donné. Mais c'est comme un chemin qu'on suit, et bien parfois il nous faut prendre un chemin qui nous appelle, sans trop savoir où il va nous emmener, et voir que peut-être il nous mène à une impasse. Il est parfois possible de le savoir par avance, mais pas toujours, et donc parfois pas possible de le savoir par avance. Mais l'expérience que j'aurai faite sur le chemin de cette impasse me permettra aussi peut-être d'avoir intégré une nouvelle connaissance, et par élimination, essai et erreur, eh bien, on va aller de plus en plus vers ce qu'on pourrait appeler une forme de réussite, hein, même si je mesure mes paroles en utilisant ces mots. Parce que la réussite, parfois, ce n'est pas forcément une guérison biologique ou physiologique. Parfois, c'est une réalisation spirituelle qui va être une réussite. Ça va être une acceptation de l'impermanence, par exemple, des phénomènes. Et donc, de retrouver une joie, une paix, une harmonie, indépendamment, je pourrais dire, des conditions matérielles, physiques, physiologiques, extérieures, de notre incarnation. Donc c'est là où ces approches, pour moi, elles nécessitent aussi de faire preuve de humilité et de sagesse. Voilà, donc ça c'est pour vous donner quelques exemples. On pourrait en avoir sur les relations aussi. Si vous avez des relations avec un certain nombre de personnes avec qui, ou une ou plusieurs personnes avec qui c'est conflictuel, c'est problématique, que ce soit dans des liens familiaux proches, vos parents, vos enfants, ou votre conjoint, votre conjointe, ou d'autres personnes, eh bien, il y a une possibilité de regarder ce qui se joue en vous au travers des relations qui se jouent avec ces personnes-là. Hein, on appelle ça le jeu de la vie un petit peu. Eh bien, qu'est-ce qui se joue à cet endroit et qui peut nécessiter d'être déjoué et de cesser un jeu qui n'a plus lieu d'être à cet endroit-là. Il y aurait beaucoup de jeux de mots que je pourrais vous faire d'ailleurs ici. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On pourra en parler ultérieurement dans d'autres partages. Mais c'est de voir qu'en nous, il y a peut-être des liens d'interaction, des choses qui se jouent et qui se rejouent d'une manière un peu récurrente, ce
que j'appelle aussi les phases cycliques, voire spiralées. Ça se répète, mais à chaque fois que ça se répète, ça peut se répéter avec un autre niveau de conscience, une autre considération, une autre aptitude aussi à faire face à la situation, et donc un peu plus de pouvoir de transmutation, de libération, de guérison d'une relation, quelle qu'elle soit. Le fait d'aller voir en hypnose par exemple, ou même en thérapie conversationnelle, c'est très efficace et j'en parlerai un petit peu juste après, parce que l'hypnose spirituelle se fonde sur le verbe guérisseur et le verbe créateur. Donc c'est le verbe et, je dirais, la voie de la guérison, qui passe par un outil qu'on peut appeler l'hypnose thérapeutique, spirituelle et symbolique. Mais c'est quand même un des axes majeurs, la parole, le verbe qui guérit, qui libère. Donc, le fait de pouvoir aussi regarder énergétiquement les liens qu'il peut y avoir entre différentes situations, différentes personnes, ça peut nous permettre de transmuter ces liens. Ces liens sont souvent, dans l'énergétique, des liens émotionnels, des frustrations, des rancœurs, des amertumes, des colères, des haines, des hontes, des culpabilités. Vous voyez, toutes ces émotions et tous ces sentiments, donc liés à la trahison, l'injustice, etc., le rejet, l'abandon, eh bien, on va pouvoir regarder ce qui s'est passé et récupérer encore une fois une part de nous qui est, pour ainsi dire, possédée par l'autre personne. Quand j'ai une rancœur, une colère, une amertume ou une haine envers quelqu'un, il faut savoir que cette personne-là, elle a de mon énergie en elle. Ça veut dire que, quoi qu'elle ait fait cette personne-là, de plus violent et douloureux, eh bien, elle nous aura pris de l'énergie, c'est un fait, et aussi longtemps que je pourrais être en guerre vis-à-vis de cette personne-là, une part de moi continue de nourrir cette relation et de lui donner de mon énergie. Donc c'est évidemment, il y a quelque chose qui peut être important de régler, parfois de dire à cette personne-là, d'avoir exprimé des choses pour permettre de désimprimer cette part de nous qui est encore inscrite chez cette personne. Et c'est ça qu'on peut appeler pacifier le lien, pacifier la relation, reprendre son propre pouvoir sur sa vie, ne plus se laisser, je dirais, dominer par les actions ou les non-actions de cette autre personne. Voyez ? Donc là, il y a une notion de voir la relation énergétique, émotionnelle, psychique, mentale, parce que l'énergie, l'émotion et le mental sont intimement liés en réalité, et qui fait évidemment des tensions, des douleurs, des contractions dans notre corps. Donc on voit que ces 4 corps principaux, je vais parler du corps physique, corps énergétique, émotionnel et mental, sont bien interdépendants, et quand il y en a un qui est perturbé, en réalité, ils sont tous affectés par cette perturbation. Même si mon corps physique allant bien, en travaillant avec mon corps physique, en prenant soin de mon corps physique, il a une capacité d'absorption plus importante, il n'empêche que si sur le plan mental et émotionnel, il y a une emprise qui reste forte et qui va souvent jouer d'ailleurs à notre propre considération, de notre propre considération envers nous-mêmes, alors il y aura encore un inconfort qui va pouvoir se vivre. Donc là, c'est pour vous donner quelques exemples, le corps physique, les relations avec les personnes et le projet professionnel, par exemple. Maintenant, ça peut être de nombreux autres domaines et c'est à vous de voir ce qui peut appeler pour vous. Voilà. Ensuite, la question est donc, est-ce qu'on est tous hypnotisables? La réponse est oui, dans le sens de, est-ce qu'on est tous capables d'aller rencontrer des parts de nous plus subtiles qui nous appellent? Évidemment, ce sont des parts de nous. C'est être en contact avec soi en réalité. C'est nous rendre plus disponibles à nous-mêmes. Donc oui, évidemment. Maintenant, nos portes d'entrée sont différentes. Pour certains, c'est une porte qui va passer vraiment par le sensoriel, je dirais le corporel. Et là, on va avoir une douleur qui peut être au genou, à l'épaule, au ventre ou ailleurs, au pied, et on va pouvoir entrer par cette porte. Qu'est-ce que cette sensation nous inspire, nous évoque, nous donne peut-être à penser, à voir pour certaines personnes? Donc on peut avoir une image, une sensation, un souvenir, et ça va permettre d'entrer en contact plus encore avec ce qu'on va appeler notre inconscient et entrer aussi dans la part plus subconsciente, on pourrait dire plus profonde de l'inconscient, on pourrait dire le substrat, le terreau plus profond, qui lui est porteur aussi de connaissances, de lumière, de compréhension, des joyaux intérieurs qui pourront se révéler dans les profondeurs, je dirais, de notre obscurité. La boue au fond du bassin qui donne naissance au lotus, l'énergie au lotus de croître,
et qui pourra nous amener à une autre dimension. Alors, comme je le dis, ça peut être une porte, on peut passer par l'une, par l'autre, il n'y a pas un ordre réellement, qui serait le surconscient. Il y a l'inconscient, le subconscient, le surconscient, pour faire simple encore, alors, assez simple. Ce surconscient, c'est le surmoi. C'est le moi supérieur, on appelle aussi. Donc cette conscience qui est, on va dire, plus personnelle, la plus proche de l'universel. Et donc, on va dire, c'est notre porte lumineuse, notre être le plus parfait, on va dire, en tant qu'âme, en tant qu'être, et qui, lui, est le porteur de la sagesse aussi, la sagesse profonde. Donc, c'est de pouvoir rencontrer cette part lumineuse de notre être, on pourrait dire un peu notre paradis intérieur. Entre paradis et enfer va se trouver notre unité, notre équilibre, qui va faire qu'on va pouvoir vivre cette incarnation plus en harmonie aussi en nous-mêmes. Donc, ces portes d'entrée, elles vont pouvoir nous donner accès, je le disais, à l'inconscient, au subconscient, au supraconscient, et pourra aussi nous permettre parfois de rentrer en contact avec notre enfant intérieur. On parle parfois de ça, mais c'est notre enfant dans le sens de l'enfant que nous avons été en tant qu'être humain, de différents âges, avec nos parents, etc. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça peut être aussi la pureté de cette âme, de l'enfant pur en nous, l'innocence en soi, celle qui va correspondre à la dimension la plus subtile et pure de l'âme. Et puis, il y a aussi cette possibilité d'aller rencontrer ce qu'on appelle nos lignées, nos ancêtres, le transgénérationnel, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc. C'est-à-dire les parts aussi de notre héritage transgénérationnel qui appellent à être, je dirais, honorés en nous-mêmes, à être honorés en incarnant qui on est en vérité. Souvent, je dis comme ça d'ailleurs, j'honore qui je suis au nom de tous mes ancêtres, de mon père et de ma mère et de tous ceux qui ont précédé. Réaliser qui je suis, je ne le fais pas seulement en mon nom personnel, je pourrais dire, mais au nom universel de toute ma lignée, par exemple. Donc, c'est de travailler sur cette dimension-là. Parfois, il peut y avoir dans ces rencontres, c'est là aussi où on retrouve la dimension spirituelle, des êtres qui sont désincarnés, qui sont décédés et qui ont pu se greffer ou rester présents dans votre énergie. Et là, on va parler de ce qu'on appelle un passage d'âme. Le passage d'âme, il y a deux formes de passage d'âme. Le passage d'âme de libérer une présence, une entité, une âme défunte, une énergie, on pourrait dire une conscience, qui a besoin de retourner dans une autre dimension, de quitter la dimension corporelle où vous étiez, je dirais, incorporé. J'ai eu une question comme ça, tiens d'ailleurs. Est-ce que vous faites des désincorporations? Il peut y avoir une entité, une âme, une présence qui a incorporé votre corps énergétique et qui s'est logé dans votre corps biologique, physique. Et donc, faire un travail de libération d'âme peut passer par notamment l'état modifié de conscience de l'hypnose spirituelle et symbolique. En accueillant le message, en permettant à cette âme de partir, en regardant dans votre corps énergétique ce qui a permis qu'elle puisse entrer, parfois c'est nécessaire, ou simplement de cloisonner l'espace, de renforcer, de conforter votre corps émotionnel notamment, vibratoire, pour permettre que, en tout cas ne plus permettre que cette porosité puisse avoir lieu. Donc ça c'est une autre possibilité. Et puis la dimension dont j'ai parlé également, la dimension de l'antériorité, des vies antérieures, à ce moment-là, on va avoir une possibilité de rencontrer des parts de nous qui ont vécu des incarnations passées et qui ont laissé ce qu'on pourrait appeler aussi une empreinte, une mémoire. Ça, je l'ai souvent vécu aussi, en retirant ce qu'on appelle des objets divers et variés. Ça peut être des couteaux, ça peut être des balles de fusil, ça peut être plein de choses, selon comment l'âme a pu mourir à un moment donné, souffrir, être trahie, maltraitée. Si votre âme est prête à ça, que ça vous correspond, il y a une possibilité de le rencontrer. Et donc, à ce moment-là, parfois, de libérer une problématique physique concrète. Ça, je l'ai vraiment vécu. Vous avez même une petite vidéo sur ma chaîne YouTube Le Papillon d'Or en Soi, vous pouvez les regarder, j'ai eu plusieurs retours très très positifs en ce sens-là, qui ont confirmé que ça avait contribué à libérer une douleur qu'ils avaient depuis 2-3 ans. Et encore, c'est une toute petite vidéo, c'est en un quart d'heure. C'est très rapide, donc si vous êtes réceptif et que c'est le moment pour vous, ça pourrait être efficace, de retirer des objets qui pouvaient être, pour ainsi dire, plantés sur un plan ésotérique, éthérique, énergétique, à libérer une douleur qui était présente depuis un certain nombre d'années.
Parce que c'est comme si vous voulez, je fais rapidement, mais c'est comme si c'était une remontée en conscience d'une mémoire, d'une présence, un peu comme quand on va labourer une terre. Ben un jour, il y a un caillou qui remonte, il y a un joyau qui sort, il y a quelque chose qui apparaît. Alors qu'on l'a labouré pendant des années, il n'y avait rien. Puis un jour, il y a des choses qui remontent à la surface. Vous voyez, ça réapparaît. Ben, c'est un peu la même chose pour notre corps. Quand on va avoir une libération d'une mémoire antérieure, d'une vie antérieure par exemple, eh bien, elle n'est pas venue avant parce qu'on n'était pas encore prêt à la voir. Ce n'était pas encore mûr pour être cueilli, ce fruit. Et quand c'est mûr, c'est OK, on y va, et ça ne se force pas en tant que tel. Ça s'accompagne. Donc ça, c'est une possibilité liée aux vies antérieures. Une personne aussi ben voilà, qui a pu retrouver plus de capacité sur le plan respiratoire. Je fais un clin d'œil à quelqu'un qui me tient à cœur. Voilà, donc il y a beaucoup de situations et de choses qui peuvent se produire au travers de cette forme de libération. Donc ça peut être un vrai complément à ce que vous avez pu faire par ailleurs, qui n'a peut-être pas encore fonctionné. Ça peut se faire avant d'essayer autre chose et peut-être que ça va pouvoir fonctionner pour vous. Et dans tous les cas, s'inscrire vraiment en parallèle et en complément d'approches diverses et variées. Notamment la pratique corporelle, le yoga, le qigong, comme le tai chi Shaolin que j'enseigne, où je vous invite à venir participer 2 soirs par semaine. C'est le lundi et le jeudi notamment en direct, avec des vidéos qui vont venir en parallèle pour un enseignement plus, je dirais, autonome si ça vous intéresse, mais qui sont vraiment aussi très importants pour favoriser ce bien-être sur le plan corporel, émotionnel, intellectuel, mental en tout cas, et donc on pourrait dire global, spirituel. Donc voilà les différentes portes par lesquelles on peut passer, et j'ai envie de dire, eh bien, c'est vraiment tous les domaines de votre vie qui peuvent être concernés par cette approche. Et je finirai cette vidéo ici. Si vous avez des questions, vous voulez approfondir un peu plus ce sujet, n'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires sous cette vidéo. Je verrai à y répondre peut-être lors d'une prochaine vidéo. Vous pouvez aller explorer le site Le Papillon d'Or en Soi pour en savoir un peu plus. Et si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, eh bien vous avez la possibilité de me contacter via la page contact en m'envoyant un email ou en me contactant par téléphone et en m'indiquant vos disponibilités, le temps de la séance que vous souhaitez et voilà. Et puis la modalité de rencontre, en général, c'est à distance, par Zoom ou par WhatsApp, pour que ce soit plus simple. Et justement, pour finir sur la notion de combien de temps dure une séance, on peut avoir plusieurs séances, mais le temps d'une séance, il est là aussi relatif à chaque personne. Une séance courte peut être très efficace selon le besoin du moment. Je prends un exemple. On a une écharde, on s'est planté une épine, on a une écharde, on n'arrive pas à l'enlever. On va retirer l'épine, on va soigner, ça va être très intense, ça peut être très libérateur et très efficace en un rien de temps, j'ai presque envie de dire. Puis d'autres fois, il y a plusieurs épines en parallèle, plusieurs autres choses à retirer. Parfois, l'objet à retirer est plus important, l'émotion rencontrée est plus importante. Donc, une séance d'1 heure, en moyenne d'1h30, souvent c'est 1h30 la moyenne, la plus fréquente, nous permet de faire un tour de la situation assez global, de poser les choses, parce que votre verbe guérisseur, libérateur est fondamental aussi, déposer ce qui vient être à déposer, permettre de rencontrer, de laisser se dévoiler au travers du verbe ce qui appelle vraiment pour vous à être considéré, ça c'est mon rôle, de toucher les points les plus importants. Et là, on va regarder, et moi, je vais trouver la porte en fait pour vous permettre d'entrer dans l'espace qui vous appelle vraiment. Ensuite, on y va ensemble, on regarde ensemble. Comme j'aime à dire, vous êtes le guide à l'intérieur de l'expérience que vous êtes en train de vivre. Moi, je suis le guide de l'extérieur, même si je suis présent et que je peux ressentir beaucoup de choses dans ce que vous allez vivre pour mieux vous éclairer, mieux vous guider sur le chemin. Mais je rappelle aussi ici que celle ou celui qui tient les rênes de son destin et de sa guérison, c'est vous. Et je dis, quand vous tenez les rênes, ça ne veut pas dire que forcément vous arriverez toujours à emmener le cheval où vous voulez qu'il aille, que vous obligerez la vie à aller où vous voulez qu'elle aille. Par contre, vous aurez la possibilité de mieux vous accorder avec ce cheval, de mieux vous accorder avec ce chemin et de mieux vous accorder donc avec votre propre vie. Et c'est ça qu'on appellerait être maître de sa vie ou maître de son destin. Ce n'est pas tout contrôler, le contrôle n'est pas la maîtrise et la maîtrise n'est pas le contrôle. La maîtrise, c'est l'accord, c'est l'écoute, je dirais c'est le fait de se fondre, de devenir plus fluide avec le courant, le mouvement de la vie et d'être moins en résistance, moins en lutte, moins en combat. Ça, c'est le contrôleur en nous particulièrement. Et plus en paix, plus en confiance, plus en amour, plus en harmonie. Mais aussi avec plus d'autorité, je pourrais dire, plus de fermeté. Il y a une notion de fermeté à cet endroit-là, mais une fermeté avec beaucoup de souplesse.
Donc le temps, pour finir, à considérer, eh bien, on peut le définir aussi ensemble pour une séance qui peut être d'1 heure, 1h30, 2 heures parfois, entre le verbe qui dépose les mots sur les mots, qui permettent de déposer le terrain sur lequel vous êtes, d'aller à la rencontre de ce qui appelle à l'être, et ensuite on se laisse porter par l'inspiration de votre âme. C'est elle qui nous guide, et on y va ensemble. Donc il y a vraiment un partenariat dans une séance, et qui est à l'écoute du besoin du moment. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le sujet, comme je l'ai dit, posez vos questions en commentaire et dans une autre vidéo prochainement, eh bien, je pourrai apporter ces réponses qui pourront peut-être, je l'espère, vous être utiles sur votre chemin. Je reste à votre écoute pour une séance, quoi qu'il en soit, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.